Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale sur RCF. Le Radiodon se poursuit. Alors si vous souhaitez que nous continuions à porter un message d'espérance sur les ondes, n'hésitez plus à nous soutenir, sautez le pas et appelez le 0810 333 777 ou rendez-vous sur rcf.fr. Il est 8h10 et alors que l'Europe vit ces jours-ci la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, notre grande invitée ce matin est la présidente de la Fédération Handisport. Guylaine Westeling, bonjour. Bonjour. Vous êtes une ancienne nageuse de haut niveau, médaillée aux Jeux paralympiques de Séoul en 1988. Vous avez entraîné l'équipe de France féminine de natation handisport. Vous avez présidé le comité départemental handisport des Bouches-du-Rhône. Vous êtes marseillaise. Absolument. Absolument. Et avant de devenir, je l'ai dit en janvier dernier, la présidente de la Fédération handisport. Alors, Guylaine Westeling, on va commencer un peu à faire connaissance avec vous. D'abord, à 9 ans, un accident vous condamne à des années de centre de rééducation. La piscine et le sport vous ont sauvé ? Bien sûr, c'était le seul moyen pour moi de m'exprimer, de pouvoir bouger mon corps. C'est vrai que quand on a un accident, quand on a un potentiel physique diminué, la natation semble le sport le plus approprié pour redémarrer une vie un peu normale. La natation, c'est à la fois le sport le plus accessible. Je me rappelle d'un autre champion olympique qui avait dit quand on est un gamin handicapé, on lui met un maillot et on le balance dans l'eau et c'est très simple. Et puis alors c'est à la fois le sport le plus accessible, il y a des piscines un peu partout, et c'est aussi peut-être le sport où le corps est le plus à découvert. Alors, effectivement, c'est un peu paradoxal, mais c'est quand même l'endroit où on se sent le mieux. Il n'y a plus de fauteuil roulant, plus de béquilles, plus d'appareillage, plus rien. On est libre dans l'eau. Il n'y a pas le phénomène d'apesanteur. On est vraiment libre et on peut s'exprimer pleinement. En revanche, on est en maillot et là, on ne peut rien cacher de toutes les cicatrices ou les meurtrissures du corps. Parce que là, si je regarde, vous avez une béquille, mais bon, ça arrive à tout le monde de passer par une période de béquille. En revanche, si vous êtes en maillot de bain, là, on sait que vous êtes handicapé, c'est ça ? Absolument. Ouais. C'est vrai que pour moi, c'était toujours un petit peu une revanche quand j'allais à la mer, puisque je suis marseillaise, et qu'on me voyait avec toutes mes cicatrices. Mais une fois que j'étais dans l'eau, c'était différent. Là, c'était une autre image que je donnais. Guylaine Westeling, aux Jeux paralympiques de 88, vous décrochez une médaille d'argent sur le 100 mètres nage libre. 30 ans après, qu'est-ce qu'il vous reste de cette médaille ? Alors très franchement, c'est un bon souvenir, mais je ne peux pas dire que ce soit le meilleur. Ça n'a pas changé votre vie ? Ça n'a pas changé ma vie parce qu'il y a 30 ans, c'est vrai qu'on n'était pas autant médiatisé, ce n'était pas la même chose en fait. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, une médaille d'argent aux Jeux paralympiques, c'est presque le Graal, puisque le Graal, c'est la médaille d'or pour un athlète. Intégrer un club handisport, c'est intégrer bien plus qu'un club sportif ? Alors, je dis toujours, puisque j'ai été présidente de club jusque très récemment, un club handisport, c'est le sas de décompression. Après l'accident, la maladie, c'est vrai qu'on a besoin, je l'ai vécu, c'est pour ça que j'en parle, on a besoin de se retrouver parmi ses pairs pour pouvoir exprimer, pour pouvoir échanger, dialoguer des difficultés de la vie. On réapprend la vie, on réapprend le sport et après, on a toute l'attitude pour intégrer un club dit valide. Et puis, le sport, c'est la compétition, c'est l'émulation. Ça permet aussi de retrouver confiance en soi. Alors, attention. Attention. Le sport, oui, ça peut être la compétition, puisque j'en suis un peu un exemple. Mais ça n'est pas que la compétition. Le sport, c'est aussi le sport loisir, c'est le sport santé surtout. Aujourd'hui, on nous parle du sport santé. Eh bien, pour les pour les personnes en situation de handicap, c'est vous dites les handis, c'est ça ? Absolument, oui. On fait un raccourci. Donc le sport, pour les handis, les personnes en situation de handicap, c'est aussi une façon de se détendre, de se changer d'idée. Tout le monde n'est pas voué à devenir un champion handisport. Mais complètement, on essaye justement de dire aux gens, attention, handisport, c'est pas que du sport de haut niveau, c'est tout autre chose aussi. Et c'est là-dessus qu'on se bat pour faire comprendre et on communique beaucoup. Et moi, je vais porter la parole dans les régions pour dire, on fait du développement, on fait du sport santé. C'est indispensable le sport santé. La fédération handisport, vous allez me corriger si je me trompe, à 35 000 licenciés ?
C'est ça. C'est ça. Et si on ajoute les autres fédérations sportives qui s'adressent aux personnes porteuses de handicap, alors je pense au sport adapté pour le handicap mental, mais il y a aussi, je crois, des fédérations sportives qui intègrent à l'intérieur les personnes handicapées, on peut évaluer à 2,5% la part des personnes avec un handicap qui pratiquent un sport régulièrement. 2,5% dans la population classique française, c'est 25%, donc c'est très faible. Comment on fait pour développer le handisport ? Alors d'abord, on a un super service de communication. Et c'est ce que nous avons à la fédération. Non, c'est qu'il faut, c'est aller porter... C'est-à-dire que c'est pas assez connu ? Les parents, quand ils ont un gamin handicapé, ils n'ont pas le réflexe si on va lui faire du sport ? Alors c'est parce que de plus en plus... Alors quand nous étions enfants, on était dans les centres de rééducation pendant des années. Donc le sport, on le vivait aussi par le centre de rééducation. Maintenant, les enfants sont dans les milieux ordinaires. Et il nous appartient à nous de travailler avec l'éducation nationale, entre autres, pour qu'on puisse faire connaître le handisport. Vous êtes en train de nous dire que tout le monde se bataille pour que les gamins avec un handicap intègrent le milieu scolaire classique, et que finalement, alors c'est très bien, mais en même temps, ils sont plus isolés, les familles sont plus isolées, et il faut aller les chercher pour leur dire, vous pouvez faire du sport, c'est ça ? Exactement, il faut qu'on forme, et c'est ce que je disais encore hier au Salon des maires, il faut qu'on forme le personnel enseignant, le personnel municipal, pour qu'ils aient connaissance de ce que nous sommes, et que justement, l'image des Paralympiques, ça permet de faire connaître le handisport. Le problème, c'est qu'après, les gens disent, ah oui, mais ça c'est du haut niveau, c'est pas pour nous. Donc il nous appartient à nous de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller communiquer auprès des instituteurs, enfin l'éducation nationale et aussi le personnel des collectivités territoriales. Le dialogue avec l'éducation nationale, c'est compliqué ? C'est pas compliqué, il faut on arrive à trouver les bonnes personnes. C'est ça, vous n'avez pas d'interlocuteur officiel pour le handisport au sein de l'éducation nationale ? On commence. On commence. Petit à petit, les choses avancent. Oui, voilà. Je sens que vous ne voulez pas être trop sévère, c'est ça ? Vous ne voulez pas vous fermer de porte ? Je ne veux pas fermer de porte, surtout pas maintenant. Je pense que oui, on va arriver à trouver les bonnes personnes. On va arriver. Il y a des initiatives locales où ça marche très bien. Donc, on voudrait les reproduire au niveau national. C'est plus facile de dialoguer avec les maires et les collectivités locales ? Écoutez, je reviens du Salon des maires et c'était un réel plaisir parce que les gens s'arrêtaient à notre stand, pardon. Oui, c'est révélateur en plus. Ça. Les gens s'arrêtaient à notre stand pour justement, ils ont plein d'idées, plein d'envies. Le handisport fait partie de leur démarche. Et moi, ça m'a beaucoup touchée en fait. Alors, on dit qu'il y a encore très peu de personnes avec un handicap qui sont licenciées dans un club. Est-ce que c'est une question de moyens financiers ? Non, je crois pas. Mais vous savez, ce qu'on rencontre là, c'est aussi chez les valides, c'est la même chose. De plus en plus, les gens ont envie de faire un sport non organisé, non fédéré. C'est un phénomène que l'on constate de partout. Et également chez nous. En septembre, Guylaine Vestelin, on a beaucoup parlé de la baisse drastique du budget des sports pour 2019. On a évoqué une diminution du budget des sports de 6% par rapport à l'an passé. Alors, il y a eu une pétition, ça s'appelait Pour que le sport compte. De quelle façon le handisport est impacté ? De la même façon. Nous sommes une fédération sportive comme les autres. Moi, ce que je dis toujours, nous sommes des sportifs à part entière et non pas entièrement à part. Eh bien là, c'est exactement l'image que ça renvoie, c'est qu'on est tout autant impacté que les autres fédérations et on bataille tout autant. Il n'y a pas un tarif privilégié pour le handisport ? Non. Et donc, quelles conséquences ? Le budget diminue pour vous ? Eh bien, il va falloir faire des choix. C'est là que tout repose sur nous, faire des choix. Mais je reste quand même optimiste. Je me dis que c'est pas possible. Au moment où on prépare Paris 2024, on va pas pouvoir rester dans cet état de fait. Alors le gouvernement a quand même annoncé un effort sur le sport de haut niveau et puis sur la natation. Ça doit vous faire plaisir, ça. Alors, pas précisément sur la natation. Nous avons une ministre qui est une ancienne nageuse. Ça me ravit, effectivement. Mais non, pas seulement sur la natation. Mais c'est encore le sport de haut niveau qui est chouchouté quand la pratique amateur est peut-être laissée un peu de côté, c'est ça ? Alors justement, les fédérations qui ne font pas de sport de haut niveau, les fédérations affinitaires, sont justement en train de se faire entendre et de réagir pour qu'on puisse prendre en compte le fait que le développement, le sport pour tous est aussi indispensable que le sport de haut niveau. Et vous avez bon espoir d'être entendu ?
Mais oui, bien sûr. Oui. Bon. Guylaine Wesselin, nous vivons ces jours-ci la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. L'idée cette année, c'est de montrer que le handicap peut rimer aussi avec performance. Alors ça, c'est une idée et compétence, c'est une idée que vous connaissez bien dans le handisport. Mais complètement. Moi, je me dis que, en fait, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est qu'en étant sportif de haut niveau, je pense que les sportifs de haut niveau, ou simplement les sportifs, ceux qui aiment aller au-delà de leurs limites, font des gens qui transposent dans le monde du travail ce qu'ils connaissent dans le monde sportif. Ils ont un esprit d'équipe, ils ont un sens de la concentration, ils ont une motivation hors du commun. Et quoi de mieux chez un salarié que ce genre de personne? Donc vraiment, le sport est un atout pour les personnes handicapées pour intégrer le monde du travail et de l'emploi. Moi, j'en suis convaincue. Vous en êtes convaincue. Là aussi, je crois que vous êtes à la retraite maintenant, vous avez une carrière professionnelle. Hein. Ouais. Vous avez l'impression que les choses progressent, qu'on va dans le bon sens, ou c'est toujours aussi compliqué quand on a un handicap d'intégrer le monde de l'entreprise? Les choses progressent et puis il y a beaucoup d'entreprises, de sociétés d'accompagnement pour les entreprises qui souhaitent recruter des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que avec les organismes de type AGFIP ou le FIP, le Fonds d'insertion pour la fonction publique, ils sont là aussi pour accompagner. Le regard est en train de changer? Oui, complètement. Oui. Oui, le regard change et il arrive même qu'on nous envie. Ça peut choquer ce que je dis. Parce qu'on a une force de vivre, une envie de se battre et qui vient de l'accident, qui vient de la pratique sportive. En tout cas, on aime bien aller au-delà de nos limites et ça se ressent dans le monde du travail également. Quelles sont les difficultés qui perdurent encore dans le monde du travail? Peut-être encore un peu changer le regard des collègues de travail, de pas justement en surrajouter, en étant trop... Moi, j'en ai pas trop rencontré des difficultés. Une fois qu'on a vu que je marchais avec des béquilles, bon, ben voilà, c'était... Mais je pense que oui, il y a encore un accompagnement à faire pour les entreprises qui souhaitent accueillir. Une fois qu'on a aménagé le poste de travail lui-même, aussi former les collègues. C'est aussi important, ça. L'accessibilité dans l'entreprise, mais en France en général, ça reste vraiment un problème? Oui, c'est pas encore ça. C'est vrai que dans certaines entreprises ou même dans des bâtiments publics, où on n'y est pas encore. C'est vrai que la loi de 2005, elle n'est pas encore appliquée, mais ça viendra. J'ai l'impression quand même que vous êtes très, très positive. Il y a d'autres associations sur le handicap qui sont beaucoup plus revendicatrices. Bien sûr, mais je les laisse faire. Moi, c'est pas mon tempérament. Donc, moi, je préfère être accompagnée, expliquer les choses et pouvoir me faire entendre sans être dans la confrontation. Mais il y a des associations qui sont plus revendicatives. Elles ont raison. Et elles ont raison. Tant mieux qu'elles soient là. Parce qu'il y a des combats à mener quand même. Il y a des combats à mener, c'est pas fini, il y aura toujours des combats à mener. Et c'est vrai que c'est leur place et elles font ça très bien en plus. Pour vous, les combats les plus importants en ce moment pour le monde du handicap, c'est le travail, c'est l'accessibilité? C'est tout en fait. C'est tout? C'est tout. L'accessibilité tout d'abord, effectivement. C'est la clé qui ouvre tout. C'est la clé qui ouvre tout. Comment pouvoir, si on ne peut pas se rendre sur son lieu de travail, si on galère dans les transports en commun, parce qu'il n'est pas question d'aller travailler en taxi. On est bien d'accord. Donc, il faut que les transports en commun soient accessibles. Si on n'est pas véhiculé, si on n'a pas son propre véhicule, ça, c'est un combat de longue haleine. Oui, bien sûr, je ne peux pas le nier. Après, il y a l'accessibilité dans les entreprises. De plus en plus, les sociétés s'y mettent parce que de toute façon, elles n'ont pas le choix. Oui, c'est un long travail. Effectivement. Je voulais que vous nous parliez de Lucie Jarry. C'est cette jeune femme qui illustre, qui est le visage de cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Je crois que c'est une championne d'escalade en handisport. On dit handi-escalade? Ou para-escalade. Para-escalade? Oui, comme on dit para-natation, para-aviron. Maintenant, on rajoute le préfixe para. Ça permet de situer exactement. Elle fait les doctorantes en chimie. Des figures comme elle, des jeunes qui sont performants dans le sport, performants de leur domaine, vous en croisez plein? Plein.
Franchement plein. Il y en a énormément, il y en a encore qui arrivent, des petits jeunes de 16 ans qui sont doués à la fois pour le sport et pour les études. Et ça, c'est fabuleux. Pour vous, la prochaine énorme échéance, c'est vraiment 2024, les Jeux Olympiques en France? Alors, si vous parlez sur le plan purement sportif et haut niveau, c'est d'abord Tokyo. Il ne faut pas oublier que Tokyo 2020, c'est demain et il faut qu'on soit prêt aussi parce qu'on nous attend, savoir quels vont être nos résultats. Et ensuite, Paris 2024. Mais d'abord, essayer de voir un peu plus clair dans cette grosse, je ne vais pas dire nébuleuse, mais dans la nouvelle réorganisation du sport. Il faut déjà que là, on sache où on va très précisément, avec quels moyens, pour le haut niveau et pour le développement. Du sport amateur, on a bien compris. Ouais. Merci beaucoup Guylaine Westeling d'avoir été la grande invitée de la matinale. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération Handisport. Merci à vous. Merci.